Bonjour Henri Rouillet d'Orfeuille. Euh, Bonjour. Vous consacrez une partie importante de votre existence à promouvoir la transition agricole et alimentaire. Pouvez-vous vous présenter et dire en deux mots ce qu'est cette transition agricole et alimentaire pour vous? Oui, donc moi je suis au départ un agronome et un économiste et j'ai fait une carrière beaucoup dans les questions internationales, coopération et aussi aménagement du territoire, voilà, grosso modo. Alors la transition, d'abord pourquoi? C'est parce que on n'est pas très satisfait du système alimentaire et agricole et alimentaire tel qu'il est. Je veux dire, il est apparu ces dernières décennies beaucoup de problèmes, beaucoup d'interpellations. Euh, S'il n'y avait pas de problème, on ne s'embêterait pas avec la transition, on pédalerait plus vite, et puis voilà. Mais il faut regarder ces problèmes et puis voir quel type de solution on peut avoir. Alors, ces problèmes sont multiples, hein, et ils arrivent de différents côtés. Problèmes de santé pour les consommateurs, liés à des traces de chimie toxique dans les aliments, liées aussi à l'ultra-transformation des habitants qui peuvent entraîner des carences, des problèmes de mauvaise nutrition, des problèmes d'environnement. On peut les prendre tous les uns après les autres, le climat, la biodiversité, des problèmes de culture aussi, la perte de diversité alimentaire, des problèmes sociaux, hein, en termes des problèmes d'emploi, puisqu'on est dans un système qui exclut une grande partie de ses salariés ou de ses travailleurs indépendants. Donc, de gros départs de paysans, de l'agriculture notamment. Alors chez nous, on est arrivé à un niveau très bas, mais ça continue quand même. Mais dans des pays comme les pays africains, où il y a 65% de la population qui est dans l'agriculture, il y a des hémorragies fortes qui se produisent et qui amènent toutes ces exclus de l'agriculture vers pas grand-chose, c'est-à-dire des cités urbaines qui sont très mal gérées et très appauvries. Voilà. Problème d'aménagement du territoire aussi, puisque la concentration des activités liées à ce système alimentaire fait que ce moteur qui était justement ce système alimentaire des territoires a disparu en partie pour fuir et aller dans des grandes concentrations. Voilà, donc on a un ensemble de problèmes qui apparemment sont très distincts et qui nous amènent à repenser ce système alimentaire qui domine à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Donc on pourrait dire au fond, il y a une méthode simple, c'est de prendre les problèmes un par un et puis essayer de les résoudre. Sauf qu'on a affaire à un système, c'est-à-dire que en proposant des solutions divers problèmes, on risque de construire quelque chose qui est plutôt une chimère qu'un système cohérent. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que la plupart de tous ces problèmes, pratiquement, ont des origines communes qui sont en fait deux pivots de l'histoire du système alimentaire, la mondialisation, sa mondialisation donc, du système, et puis aussi ce qu'on a appelé la révolution agricole, la deuxième révolution agricole, c'est-à-dire la révolution agro-industrielle qui nous est arrivée avec le 19e siècle, qui est liée à l'entrée dans la production agricole de toutes sortes d'intrants exogènes et qui, effectivement, ont eu des très, très forts résultats, mais qui, avec la durée, entraînent des difficultés. Et donc, ce qu'on a pensé, c'était que pour régler ces problèmes et donner des axes pour une transition, il fallait s'attaquer à ces deux grands processus qui ont été beaucoup trop loin, la mondialisation et l'agro-industrialisation. Et donc, c'est quoi, au fond, les axes? C'est premièrement, face à un excès de mondialisation, aller vers une reterritorialisation d'une partie du système, et puis face à l'agro-industrialisation, retourner à une mutation biologique ou agrobiologique ou agroécologique de la production agricole.
À quoi on rajoute d'autres choses sur le plan social, évidemment, une exigence d'équité et de quantité et de qualité de l'alimentation pour tous, et puis aussi une exigence, j'allais dire, démocratique pour que autour de l'alimentation se reconstruisent des collectifs citoyens qui peuvent exercer une maîtrise sur leur propre alimentation. Grosso modo, c'est à peu près ça, quoi, voilà. Merci. Donc, votre réflexion se situe sur le temps long, hein, sur des processus, notamment de mondialisation, qui se sont déroulés sur des dizaines d'années. Nous réfléchissons collectivement à comment assurer la résilience alimentaire. Et bien entendu, ce que vous venez de dire résonne agréablement à nos oreilles, hein, avec cette volonté de reterritorialiser les processus alimentaires et de s'orienter vers des pratiques plus agroécologiques. Mais en quoi cette transition que vous défendez serait un facteur de résilience? Mais je crois qu'il faut repartir un petit peu dans le raisonnement. En fait, on a été, et on est toujours pour l'essentiel, sous l'emprise une doctrine, qui peut être une idéologie, voire une politique, qui est la primauté de l'échange pour résoudre tous les problèmes. Donc, le problème local va se résoudre par un accroissement des échelles et par un libre-échange et par donc une intégration mondiale du marché, ce qu'on appelle la mondialisation, grosso modo. Voilà. Alors, cette doctrine peut avoir des bons côtés, mais si l'échange devient quelque chose de compliqué, de difficile, voire se bloque, on laisse les partenaires de cet échange long cours dans une situation compliquée, puisque évidemment, ils n'ont plus les solutions locales pour résoudre leurs problèmes. Cet échange peut se bloquer de différentes manières. Bon, on a connu les situations de guerre, d'autres les connaissent aujourd'hui. Il peut y avoir aussi un blocage lié à des crises des marchés, notamment. On a connu ça en 2007-2008. Il y a eu une crise alimentaire avec la crise financière, mais elles étaient un peu indépendantes. Mais voilà, on a connu cette période de crise des marchés, ce qui fait que les pays exportateurs, tout d'un coup, bloquent leurs exportations puisqu'ils veulent nourrir d'abord leur peuple. Bon, on a connu ça sur le riz, par exemple, où il y a assez peu d'exportateurs, d'agro-exportateurs de riz dans le monde, et surtout sur les différents produits. Bon, donc, ceux qui avaient l'habitude de vivre sur des produits importés, je pense aux Africains notamment, pour le riz, se trouvaient face à une absence d'importation possible. Ça peut se produire de différentes manières parce que effectivement il y a des problèmes climatiques, donc on revient à la question des marchés, mais le cas du virus est également le facteur qui a été déterminant, c'est-à-dire que tout d'un coup, de manière totalement imprévue, largement imprévisible, les échanges sont freinés, voire bloqués, c'est-à-dire qu'on bloque les échanges de personnes déjà, on bloque les marchés, on bloque les cantines, on bloque la restauration collective. Finalement, on se retrouve dans une situation où l'échange bloque les différentes solutions et donc il a fallu en l'urgence recréer des puits qui compensent les défaillances de certains maillons de la chaîne agricole et alimentaire. Donc c'est ce qui s'est passé pendant cette période. Et on a risqué très fort une grosse crise alimentaire parce que justement notre économie, notre alimentation est très, très largement tributaire de ce qui pouvait venir de très loin, quoi. Et même à l'échelle nationale, ça circulait difficilement. C'est vrai de l'écoulement des produits pour les producteurs, c'est vrai pour les consommateurs de l'absence d'importation, c'est vrai aussi sur le blocage des intrants en partie, le blocage aussi du travail immigré, et donc dont l'agriculture aujourd'hui a besoin. Voilà, donc il a fallu en catastrophe, j'allais dire, essayer de pallier à tout ça.
et d'éviter une crise alimentaire qui par-dessus la crise sanitaire, aurait là, provoqué des drames considérables. Voilà. Donc, je pense que cette résilience, elle est, le retour à la résilience est en partie lié à ce processus de maîtrise donc des échanges et surtout de maîtriser des solutions qui sont à portée de main. Sinon, on dépend de décisions qui sont prises à l'autre bout du monde sur lesquelles on n'a absolument pas prise. Vous avez évoqué à plusieurs reprises donc, la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires. C'est peut-être particulièrement vrai dans des lieux qui, par définition, sont peu producteurs, comme les villes. Vous travaillez sur le sujet avec France Urbaine. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots en conclusion? Oui, alors bon, avec France Urbaine, on travaille depuis quelques années. Et puis, face à cette crise, on a ouvert une enquête qui est restée pendant les 2 mois de confinement ouverte et essayer de recevoir des métropoles. Donc, on a travaillé sur une trentaine de métropoles, de grandes villes. Métropoles, il y en a 22 en France, mais donc des grandes villes de plus de 100 000 habitants, pour essayer de suivre leurs initiatives par rapport à ces décisions nécessitées par l'urgence. Donc, ça valait pour l'approvisionnement des villes, les circuits. Ça valait aussi pour la lutte contre la nouvelle précarité alimentaire, puisque dans cette situation-là, au-delà des publics précaires, j'allais dire anciens, on a retrouvé des nouveaux publics fragilisés. On a parlé des étudiants, des personnes isolées, etc. Et donc là encore, il a fallu non seulement continuer l'aide alimentaire, mais trouver des moyens de la développer. Voilà. Et donc on a suivi l'initiative des villes qui, c'est pas les villes, collectivités territoriales institutionnelles seulement, c'est l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et c'est aussi l'alliance des territoires, puisque, évidemment, pour reconstituer des circuits alimentaires, ça suppose aussi la liaison avec le monde agricole, le monde rural. Merci. Alors, je crois que le document issu de ces travaux de France Urbaine avec vous-même est disponible sur Internet. Et donc, voilà, on a même droit à l'image pour terminer. Merci Voilà. beaucoup Au et merci revoir. de votre contribution pour le forum. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.